Merci d'être venu. Merci d'être là pour adresser le sujet de l'écologie urbaine. La question, c'est de savoir si l'écologie urbaine peut être un levier dans le monde de la conservation, outre les autres enjeux qui sont liés à cette question-là. Donc, je vais juste commencer par laisser les intervenants se présenter brièvement en quelques minutes, 1 ou 2 minutes, et dire ce que vous faites. On- Essayer de caler la table. Bonsoir à toutes et tous, merci pour l'invitation. Donc moi, je suis Damien Vieillevigne, je suis architecte et paysagiste et doctorant en géographie avec pour sujet le potentiel écologique des entrées de ville. Voilà. Ouais, je vais laisser leur micro. Donc, Jean-Louis Martin, je suis écologue, passé à la date de péremption, donc je suis émérite, mais je suis toujours attaché au CEF. J'ai travaillé, comme certains antibiotiques, je n'en prends pas en ce moment, mais spectre assez large. J'ai travaillé sur les réseaux trophiques, en écologie biologie de la conservation. J'ai été mêlé dans certains programmes d'écologie urbaine. J'ai beaucoup milité pour l'écologie urbaine. Donc, je suis écologue. Voilà. Bonsoir à tout le monde. Donc, je m'appelle Vincent Sablin, je travaille à l'EPT Bélez, établissement public territorial de bassin du Lez. Je suis plutôt un gestionnaire d'espaces naturels, plutôt spécialisé sur la biodiversité des cours d'eau. Et puis, je travaille aussi également sur les zones humides et de façon un peu plus marginale sur les espèces exotiques envahissantes. Donc, moi, je suis pas un scientifique, hein, je suis un technicien de terrain. Et donc, je ne suis pas spécialisé sur l'écologie urbaine, mais comme je travaille sur le Lez, il ne vous aura pas échappé, pour ceux qui connaissent Montpellier, que le Lez traverse une grande zone urbaine et que il y a pas mal d'enjeux naturalistes et enjeux milieux qui vont télescoper la ville. Bonjour à tous, je m'appelle Aurélien Dalloz, je suis premier adjoint d'une commune qui s'appelle Montbazin. J'espère que tout le monde connaît Montbazin ici. Qui est-ce qui connaît Montbazin? Ah ouais? Incroyable. Je suis très content de ça, merci. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, Montbazin, c'est 3000 habitants, situé entre Sète et Montpellier, une commune qui est très étagée entre une plaine agricole et on va dire des montagnes. Alors on exagère dans le sud, on dit des montagnes qui montent à 300 mètres d'altitude. Et très concerné par les enjeux de biodiversité, puisqu'on a plus de 50% de notre territoire qui est en site Natura 2000, pas mal de zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique. Et on est une commune engagée depuis 2020, depuis notre arrivée à la mairie, sur les enjeux de transition écologique au sens large et de préservation de la biodiversité, puisqu'on a été reconnu territoire engagé pour la nature dès 2020. On a lancé un atlas de la biodiversité communale pour mieux identifier nos enjeux biodiversité sur le territoire dès 2021. Les ABC, vous connaissez? Et on est aujourd'hui meilleure commune biodiversité en 2024 dans la catégorie moins de 20 000 habitants. Bonsoir à toutes et à tous, moi c'est Thomas Jean. Je suis photographe et vidéaste animalier, donc comme Vincent, je ne suis pas du tout scientifique. Par contre, par le biais de mon travail, ça ne m'empêche pas de collaborer avec le monde scientifique à Bruxelles, puisqu'en fait je suis belge également, enfin bruxellois. Mon travail consiste à documenter la faune sauvage en milieu urbain. Donc c'est assez spécifique. Et pour y parvenir, j'ai lancé une chaîne YouTube qui s'appelle La Minute Sauvage, pour laquelle j'ai réalisé une soixantaine de mini-documentaires sur plein de thématiques liées à la présence de la faune sauvage en pleine ville, dont notamment les questions de cohabitation, mais également la perception de l'animal sauvage, la perception de la ville, la notion de peur, euh, pour plein de raisons, mais une en particulier, c'est que la chasse de loisirs n'est pas pratiquée en pleine ville. Et de ce fait-là, euh, vous êtes susceptible d'observer des animaux qui acceptent la présence humaine et l'activité humaine, et donc avec une proximité très importante, là où dans les milieux ruraux, c'est évidemment beaucoup plus complexe et compliqué de pouvoir les approcher. Voilà.
Merci à tous les cinq pour cette introduction. On est vraiment très content de faire cette table ronde. On la veut interactive, donc n'hésitez pas à poser des questions hein, au fil de l'eau. Il n'y a pas de souci. On n'est pas nombreux. On prend... Et puis entre vous, rebondissez, n'hésitez pas. Et je tiens juste à vous dire que la session est enregistrée. Donc, pour faire la transition sur ce que disait Thomas, qui va bien avec la première question. Donc, historiquement, la ville a été conçue et perçue comme un endroit où on trouvait des hommes et que des hommes et que c'était pour les hommes. Maintenant, avec les problématiques de changements globaux et d'érosion de la biodiversité, en plus, on se rend compte que la biodiversité, ben, ça nous rend service et c'est bien. Du coup, on a plus envie de biodiversité. On remet un peu cette conception historique Bon, on la questionne. Et donc, ma question pour vous, c'est est-ce qu'une cohabitation durable et paisible entre hommes et sauvages est envisageable dans les sociétés actuelles, dans les villes comme Montpellier, par exemple? Moi, j'ai envie de pas répondre à la question pour l'instant. De ne pas répondre. Est-ce que le micro, il marche? Parce que, en fait, en réfléchissant à la table ronde, j'ai quand même posé la question, c'est quoi l'écologie urbaine? Et donc, j'ai peut-être un peu envie de vous partager avec vous ce que, d'après mon expérience, ça peut être. Parce que ça peut être pas mal de choses. Du point de vue de l'écologue, hein. Donc, ça peut être des recherches fondamentales, complètement même théoriques, en écologie, mais qui utilisent l'environnement urbain comme une sorte de laboratoire à ciel ouvert. Il y a un exemple assez parlant qui a été fait à Montpellier par un de mes collègues, Pierre-Olivier Cheptou, qui s'intéressait à savoir comment est-ce que l'évolution des plantes est affectée par la fragmentation. Donc, il a pris des petites taches de végétation au pied des arbres dans la ville avec une espèce qui s'appelle Crépis, et il a comparé leur biologie à ce qui se passe dans la campagne pour la même espèce. Et il a montré des choses très intéressantes que je ne vais pas détailler, mais je pourrais en parler si quelqu'un s'intéresse. Donc ça, il a pris la ville comme une opportunité pour poser des questions, comme certains prennent leur laboratoire pour. Mais il y a aussi des recherches en écologie qui s'intéressent au fonctionnement écologique de l'environnement urbain. Donc voilà, au lieu d'étudier une forêt, on étudie la ville comme un milieu où il se passe des choses, qui font un fonctionnement écologique. Ça peut être les flux d'énergie, mais ça peut être la biologie des populations, hein, comme il y a certains collègues qui regardent comment les mésanges s'adaptent à la ville. Ça peut être des communautés d'espèces. Ça peut être par exemple dans l'écologie du sol. Comme les sols urbains sont quand même assez particuliers, donc comment est-ce qu'ils fonctionnent? Et en général, quel potentiel de biodiversité de la ville pour l'écologie? Donc là, on a déjà plus où la ville devient l'objet plus qu'un prétexte, quoi. Il y a aussi des recherches qui sont à l'interface de différentes disciplines, entre écologie, sciences sociales, sciences de l'urbanisme et sciences agroécologiques. Donc là, l'idée, c'est plutôt de s'intéresser à ce qui fait le potentiel d'accueil. Donc on approche plus de la question, qu'est-ce qui fait qu'une ville peut héberger du vivant en dehors de nous autres? Donc qu'est-ce que... Donc, donc ça, il y a une notion d'inventaire. On a parlé des atlas, hein, donc c'est quel est le potentiel. Mais il y a aussi un rôle différent de la biodiversité. C'est comment est-ce que cette biodiversité en ville peut participer au bien vivre. Bien vivre de nous, mais aussi bien vivre de ces autres espèces. Est-ce que les conditions qu'on crée sont bonnes pour nous? Est-ce que la biodiversité nous rend une ville plus vivable? Ça, on a parlé de l'effet sur le climat, voilà, bulle de chaleur, et des choses comme ça, ou la qualité des sols pour la flore sauvage, mais aussi la qualité des sols pour une agriculture en ville, puisqu'on parle d'agroécologie urbaine où on cherche à rapprocher la production alimentaire des consommateurs, des mangeurs. Je vais utiliser un terme actuel. Voilà, donc voilà un petit peu les différentes facettes de la manière dont on peut concevoir l'écologie urbaine.
Et donc, qui est-ce qui la pratique? Qui est-ce qui fait de l'écologie urbaine? Bon, vous avez compris, il y a des chercheurs, hein, dans le sens strict. Voilà, je m'intéresse à ça, mais finalement, la ville, c'est juste mon laboratoire. Mais ça peut être en association, je l'ai déjà dit, avec des disciplines, mais c'est aussi en association avec des citoyens dans tous les programmes de sciences participatives, mais qui participent donc aux inventaires, qui participent à la compréhension de, de l'espace urbain en tant que fonctionnement écologique, ça, et donc en plus des citoyens, les collectivités, etc. Donc il y a des exemples en cours, et ce sera la fin de mon propos. Il y a notamment une convention qui lie le CEF, donc un laboratoire de recherche, avec la métropole et la ville, où on essaye de travailler ensemble pour poser des questions dont les réponses intéressent l'ensemble des partenaires, pas juste les écologues et pas juste les gestionnaires. Euh, et il y a également un autre collectif, une santé, je pense, mais enfin, donc où là, c'est où les disciplines, c'est pas que l'écologie, c'est la médecine, enfin, etc., où tout un ensemble de chercheurs se retrouvent autour de cet objet. Donc, voilà. Donc, c'est un petit peu ça que je voulais dire. De toute façon, ce que ça clarifie peut-être pour vous ce que c'est. Voilà. C'est la question que je me suis posée pendant la pause. Voilà. Ouais. La réponse que je propose. Ouais. Et d'un point de vue de la cohabitation, je pense que Thomas aura peut-être des exemples intéressants à partager, Oui, notamment par rapport à Bruxelles et les du coup, religions, etc. effectivement, moi, je veux bien répondre à la question. Alors, c'est une question qui est complexe, hein, qui n'en a pas l'air, mais qui est très complexe. Dans la mesure où elle se confronte directement à la perception qu'on a de la ville, à la perception qu'on a de la faune sauvage et de manière générale à notre culture. Moi, évidemment, c'est une thématique qui me passionne pour une raison toute simple, c'est que j'ai grandi à Bruxelles. Et à Bruxelles, on a une population de renards qui, depuis 30 ans, s'est bien implantée. On a une estimation qui est toute relative, qui avoisinerait les 3500 individus pour l'ensemble de la région. Euh, on a observé des renards qui se baladaient en plein cœur de la ville, en plein centre de la ville, là où c'est le plus urbanisé, le plus anthropisé. Et donc, on commence tout doucement à avoir une forme d'expertise par rapport à la cohabitation avec une espèce sauvage qui est le renard. Et dans le cadre de mon travail, ben, j'ai mon bouquin qui est juste là, j'ai parcouru un peu l'Europe. J'ai été dans 6 pays différents et je compte continuer, pour aller observer différents types et expérimenter différents types de cohabitation avec différentes espèces qui sont confrontées à différentes cultures. Euh, et imaginer que la cohabitation puisse bien se passer, c'est faire abstraction du concept de cohabitation. C'est-à-dire que même entre êtres humains, la cohabitation est compliquée. Ah, C'est-à-dire, voilà. Et même, enfin, je veux dire, au niveau local, hein, votre voisin, votre colocataire, c'est jamais évident. Alors imaginez cohabiter avec un être vivant qui ne partage pas vos codes sociaux, votre langage et votre rythme de vie. C'est évidemment c'est envisager faire des compromis, quoi. Cohabiter avec un animal comme le renard, c'est accepter qu'il puisse installer son terrier dans votre jardin, qu'il puisse emmener vos effets personnels dans le fond du terrier. Si vous ne les rangez pas et que vous n'envisagez pas de tenir compte de sa présence. Mais c'est aussi envisager les odeurs. Les animaux communiquent notamment par leurs excréments, pardon, en tout cas pour les mammifères. Et de ce fait-là, bah, l'urine de renard, moi, c'est une odeur que j'adore, mais je crois faire partie des rares personnes qui adorent cette odeur. Euh, mais donc, toujours est-il que dans le cadre de mon travail, j'ai été observer différents types de cohabitation et force est de constater que la cohabitation est possible, en tout cas. Elle est possible et elle peut même être bénéfique. Alors, il y a plein d'exemples et d'avantages à citer, mais je vais déjà vous parler des différents types de cohabitation. C'est que je ne sais pas si vous imaginez cohabiter avec un animal qui est capable de vous tuer en un seul coup de patte.
Je pense à l'ours brun. En Roumanie, bah, le pays tout entier cohabite avec cet animal depuis toujours. Donc, un bref exemple de cohabitation possible. Alors, évidemment, avec son lot d'accidents, etc. Dans le cadre toujours de ce travail, j'avais contacté un scientifique en amont qui s'intéresse à la question de la cohabitation avec l'ours brun et qui m'expliquait que le problème, c'est pas la quantité ou le nombre d'individus. Il pourrait y en avoir beaucoup plus présents sur le territoire roumain. Alors, les estimations, il n'y en a pas de tangibles. Enfin, j'ai trouvé des chiffres entre 6 000 et 12 000 individus sur l'ensemble du territoire roumain. Et j'ai pas su trouver, même lui ne savait pas me donner un chiffre très précis. Mais selon lui, le problème, c'est pas le nombre d'ours. Comme je disais, comme il disait, il pourrait y en avoir plus. Le problème, ce sont les publics qui ne sont pas, qui ne disposent pas de la culture de l'ours, qui ne savent pas comment se comporter vis-à-vis d'un ours. Et en fait, la grande partie des accidents, on parle principalement d'accidents et non pas d'attaques, euh, proviennent généralement avec des publics qui n'ont pas cette culture et qui se mettent dans des situations extrêmement délicates avec les ours. Moi, j'ai observé des ours. Si vous le désirez, après, vous pourrez jeter un œil au livre et comme ça, ce sera peut-être un peu plus parlant. Mais j'ai observé des ours rentrer dans des villes de montagne et parfois dans des villes plus grandes comme Brasov pour se diriger directement vers les déchets, enfin les poubelles. Et j'ai vu des Roumains passer dans la rue, simplement indiquer leur présence en applaudissant ou en parlant à voix haute alors qu'ils étaient tout seuls. Et, euh, et j'ai vu deux types de réactions. C'est une femelle avec des oursons qui comprend qu'il y a un humain dans la rue et qui décide de sortir, enfin, de s'en aller le plus rapidement possible. Là où, spontanément, notre culture, notre perception de la faune sauvage nous pousserait à croire que une femelle nous attaquerait directement. En fait, c'est absolument pas ce qui se passe dans la grande majorité des cas. Elle va privilégier la fuite. Et l'autre cas de figure, c'était un mâle, un gros mâle qui était habitué à venir se nourrir dans ses poubelles, qui restait simplement sur place, qui continuait à manger. Et à partir du moment où l'ours restait sur place, j'ai observé des Roumains qui traversaient sur le trottoir d'en face. Parce que ces personnes-là avaient oui, la culture de l'ours, l'expertise qui leur permettait de savoir s'ils se mettaient en danger ou pas. Donc ça, c'est un exemple qui déjà permet de déconstruire un certain nombre de fausses idées comme notamment celle du sanglier. Ici, à Montpellier, je suis ici depuis 2 jours, j'ai essayé d'en observer. J'en ai vu de nuit, mais pas dans la rue, donc j'ai pas pu faire de photos malheureusement, donc il n'y en aura pas sur l'Insta de la Minute Sauvage. Mais ce que je voulais dire, c'est que j'ai été observer des sangliers à Rome, des sangliers à Marseille, en milieu urbain. Alors, je me suis retrouvé au milieu d'une vingtaine d'individus à Marseille, avec un énorme mâle qui était à 1 mètre de moi. Et à aucun moment, j'ai ressenti la moindre crainte. Euh, D'une part parce que j'ai une forme d'expertise par rapport au fait de côtoyer la faune sauvage en pleine ville, mais d'autre part parce que la faune sauvage qu'on est susceptible de croiser en pleine ville, comme je le dis, je crois que je l'ai dit, n'est pas confrontée à la chasse de loisirs en milieu urbain et donc ne considère plus l'humain comme une menace. Et ça ouvre en fait un champ des possibles en termes de relations au vivant, de cohabitation, à partir du moment où on est prêt à accepter des compromis. Et même des animaux qui sont considérés comme extrêmement dangereux, et pas besoin de parler de l'ours, hein, simplement le sanglier, on comprend très rapidement, si on regarde les chiffres, qu'en fait, il y a euh, le risque d'attaque, il est littéralement proche de zéro. Sur 30 ans de cohabitation avec le renard à Bruxelles, c'est zéro attaque avérée sur un être humain. Et pourtant, moi, je lis dans la presse et sur les réseaux sociaux en permanence que les renards, si on les laisse faire, ils vont bouffer les enfants, ils vont nous mordre le mollet, etc. Idem pour les sangliers. On a un sanglier qui a été observé à Bruxelles dans le courant de cette année. Et tout de suite, il y a une levée de bouclier. C'est pour un sanglier, hein. Des propriétaires de chiens qui nous disaient mais c'est pas possible, nos chiens vont se faire attaquer, c'est pas possible, nos enfants vont se faire attaquer, etc. Et moi, j'aime bien mettre en balance un chiffre, et après, je vais passer la parole parce que je monopolise un peu. Euh, Mettre en balance un chiffre dont on dispose vis-à-vis du nombre d'attaques supposées, enfin, d'attaques tout court, d'animaux sauvages sur des êtres humains en Europe. C'est le nombre d'attaques de chiens domestiques sur des êtres humains. Je vais vous donner le chiffre belge.
qui est un chiffre qui date de 2016, qui est issu d'une étude réalisée par une université flamande. On parle de 30 000 attaques de chiens domestiques sur des êtres humains chaque année en Belgique. En sachant que c'est 2016, donc depuis, il y a eu le confinement, il y a eu enfin, beaucoup plus de propriétaires de chiens, inévitablement. Il faut transposer ça à la France. Vous êtes 6 fois plus nombreux que la Belgique, donc imaginez ce que ça peut représenter. Je n'ai pas le chiffre, malheureusement. Mais donc, face à un risque qui est réel et qui est conséquent, on préfère se fier à une peur irrationnelle liée à notre culture, qui, malheureusement, vient entraver une cohabitation possible. Et je vais quand même finaliser sur les avantages de cette cohabitation. C'est que on peut parler de ce qu'était l'écologie urbaine. Je pense que, et c'est un peu au cœur de mon travail, c'est que euh, favoriser la présence de ces espèces, ou en tout cas accompagner leur arrivée en pleine ville, en adaptant la gestion des déchets, par exemple, pour rendre cette source de nourriture moins disponible et favoriser des comportements dits naturels, hein, comme la prédation et autres. Euh, pour y parvenir, en fait, il faut recréer une multitude de milieux dans la ville. Et en favorisant une diversité en termes d'écosystèmes ou d'habitat et de milieux, eh ben, en fait, on peut rendre les villes beaucoup plus résilientes. Donc, il y a un avantage direct au fait d'accepter la présence de la faune sauvage en pleine ville, dans la mesure où ça pourrait nous permettre de rendre les villes plus vertes, mais de manière cohérente écologiquement parlant. Voilà. Merci. N'hésitez pas à consulter après le livre de Thomas qui est sur le bureau. Euh, alors, on comprend de vos réponses que les villes ont un potentiel d'accueil et que la cohabitation est bien possible et dans certains cas, c'est déjà le cas. Euh, Moi, je me questionnais aussi. Donc voilà, il suffit de laisser de la place pour que, ou de créer un contexte favorable pour que la nature vienne et qu'elle s'installe. Je sais il y a des travaux qui ont été faits, que ce soit Damien qui a travaillé sur le potentiel écologique des entrées de ville, ou Vincent qui travaille sur le lèse, et la commune de Montbazin aussi qui a forcément réalisé des actions favorables à la biodiversité pour mériter son statut de meilleure ville de France pour la biodiversité. Je ne sais pas si respectivement vous voulez nous faire un retour par rapport aux actions que vous avez faites, des retours d'expérience, ce qui a marché, ce qui a peut-être moins bien marché et du potentiel des actions qui sont réalisées. Est-ce qu'il y a un potentiel réel ou est-ce que ça se limite à simple action de sensibilisation? Allez, je me lance. Allez. Je vais rebondir sur ce que tu as dit parce qu'il y a des mots-clés qui m'ont bien plu. La cohabitation passe par l'acceptation. Et ben, c'est pas toujours évident dans nos sociétés modernes parce que tu as cité un autre terme, le terme culture. Et je pense qu'en France, en tout cas, on a une culture qui est compliquée à bouger quand on parle de nature. Euh, Nous, à Montbazin, on a lancé un plan de gestion différencié des espaces verts. Donc, en gros, c'est laisser un peu pousser l'herbe de temps en temps sur des zones qui sont peut-être moins pratiquées par les habitants. Je peux vous dire que c'est pas facile parce que en France, on aime bien ce qui est propre. Alors, je mets des guillemets, ce qui est propre, c'est-à-dire des espaces qui sont bien tondus régulièrement, etc. Donc, par contre, sur ce volet-là de la gestion différenciée des espaces verts, on a des expériences en France qui nous montrent que ça fonctionne, mais il faut y mettre une énergie et du coup des moyens non négligeables en termes de sensibilisation et d'explication. Pourquoi on fait ça? Voilà. Et la perception du changement climatique par les gens nous aide aussi dans cette voie-là. Parce que quand on travaille sur la gestion différenciée des espaces verts, on travaille aussi sur des températures beaucoup moins élevées au niveau du sol. Enfin, voilà. Et on peut construire un discours autour de ça et un fil rouge pour dire qu'on n'agit pas uniquement pour la nature, uniquement pour la biodiversité, mais pour l'ensemble des animaux, humains comme non humains. Et sur ces perceptions-là, on peut enclencher des changements de culture, mais ça va demander un temps relativement long, malgré les urgences auxquelles on doit faire face. Donc, nous, on a travaillé ça sur le plan de gestion différenciée des espaces verts. On retrouve aussi ces notions d'acceptation dans le projet de désimperméabilisation et de végétalisation des cours d'école qu'on a réalisé.
Donc, dans notre cours d'école, nous, on a déconnecté 7500 mètres carrés du réseau d'eau pluviale. Donc, on a créé une mare pédagogique qui est en fait un bassin de rétention géant naturel où, donc, dans la cour d'école, vous avez de la terre, vous avez un peu de moustiques, mais un système en équilibre avec des amphibiens, etc. Donc, ça posait quand même pas mal de questions aux enseignants, aux parents d'élèves. Et là aussi, il a fallu expliquer l'ensemble du projet, pourquoi on faisait ça. On a limité aussi le risque d'inondation dans le village, on a travaillé sur la biodiversité, on a des résultats, mais on a quand même ces perceptions qui sont difficiles à bouger. Et pour ça, on a travaillé aussi sur l'aspect sensibilisation, comme tu l'évoquais. On a fait 4 animations dans chaque classe de maternelle et d'élémentaire pour expliquer le cycle de l'eau, la biodiversité, le sol, le changement climatique. Pour bien montrer qu'on était sur, à travers ce projet, une vision intégrée des enjeux et changer les perceptions. Parce que moi, j'ai cette sensation, en tout cas avec l'expérience de faire des projets favorables à la biodiversité. Si on rentre qu'avec le sujet biodiversité, ça ne marche pas. Ça ne parle pas aux gens, c'est complexe. Comme tu le disais, hein, nos sujets, ils sont complexes. Donc, rentrer là-dedans en disant on va sauver les abeilles, alors ça peut plaire à certains, mais enfin, c'est plus compliqué à faire passer comme idée. Par contre, montrer que la biodiversité, c'est le socle qui nous gouverne tous et que sans elle, on est un peu mal, hein, je ne suis pas le seul à le dire, et que tout ça, c'est à relier avec la lutte contre le changement climatique. Oui, c'est un travail de fond et on changera les perceptions et l'acceptation pour aller vers une cohabitation en y mettant des moyens humains, des finances aussi. Et c'est des lignes qui commencent juste à bouger, quoi. Sans vous faire mal quand même. On pensait juste voilà, qu'ils mettent des moyens et quels moyens concrètement vous avez mis. Non, on n'est pas forcément des trucs, mais est-ce que c'est accompagné par, voilà, par des personnes Sans les partenaires, on ferait rien, mon bazin. Je ne veux pas vous faire pleurer, mais on n'a pas d'argent, on n'a pas de ressources. Vraiment une petite commune. Dans nos équipes, on n'a pas d'ingénierie sur ces sujets-là. Donc, on se fait accompagner par des partenaires techniques et financiers. Ça marche que comme ça. Après, on travaille aussi à l'opportunité, c'est-à-dire qu'il y a quand même régulièrement des appels à projets, des dispositifs des financeurs, je parle de la région, de l'agence de l'eau, des établissements publics de l'État, etc., sur lesquels il faut s'inscrire. Après, nous, on a très vite identifié ce qu'on voulait faire, donc ça a été plus facile d'être dans les premiers à se servir. En ce moment, c'est un peu plus compliqué hein, d'aller chercher les financements sur les projets, et ça va se compliquer dans l'année ou les 2 ans qui viennent. Mais sans un accompagnement aussi technique, nous on travaille beaucoup avec le Conservatoire d'espaces naturels, avec le CPIE Bassinto, avec tout un tas d'acteurs qui nous accompagnent sur l'ensemble de nos projets. Mais effectivement, les finances, c'est un peu le nerf de la guerre aussi, avec le foncier. Mais ça, c'est une autre question. Foncier les finances, un sujet majeur. Oui, non, je voulais peut-être prolonger un peu parce que du coup, Aurélien a évoqué la notion de propreté sur la gestion différenciée et l'aspect culturel, la difficulté d'accepter les choses pour la plupart du public. Quand on parle de propreté, moi, j'ai l'impression qu'on n'est jamais très loin de parler aussi de sécurité. Donc ça, c'est aussi souvent une des difficultés parce que ces espaces qui sont, entre guillemets, identifiés comme sales sont potentiellement aussi des espaces dangereux qui vont héberger des espèces qui ne sont pas désirables, soit qui répondent à des peurs, on va dire, phobiques ou des peurs un peu fantasmées. Donc il y a besoin d'avoir un gros travail de déconstruction de toutes ces idées. Et c'est vrai que, alors même si voilà, on parle beaucoup d'écologie, on fait beaucoup d'éducation à l'environnement depuis maintenant peut-être 20, 30 ans, mais on a encore du mal, finalement, on se rend compte qu'on a du mal parfois à franchir le cap et à vraiment euh, arriver à ce que les gens, à ce que les humains s'intéressent aux non-humains, quoi. C'est vraiment, enfin moi je vois ça un peu comme une perception très égocentrique qui fait que les humains, soit ils dominent, donc ils ont le droit de tuer, de disposer, mais par contre la cohabitation, c'est pas quelque chose qui est dans nos gènes et dans nos mœurs.
Et donc, on a encore un gros chemin à faire sur ces aspects-là. Les notions de sécurité, ben, par exemple, si on parle d'écologie urbaine, on voit très bien qu'on a, alors même si ça évolue aujourd'hui, on a quand même des dispositifs qui permettent, par exemple, sur l'éclairage, d'avoir une gestion aussi différenciée des éclairages, d'avoir des extinctions, etc. Mais c'est souvent freiné par des projets liés à la sécurité. Et on a beaucoup de mal à convaincre parce qu'il y a des choses, enfin voilà, il y a des arguments intangibles, quoi. Et la sécurité, en gros, ça ne se discute pas. Il y a pas de sujet, et c'est même pas une opposition écologie-sécurité, c'est pas négociable. Donc du coup, voilà, bah, c'est parfois compliqué. Il y a encore beaucoup d'éléments bah, culturels et d'éducation et de pédagogie à faire sur ces aspects-là. Euh, donc voilà, donc ça c'est un point important. Et puis je vais revenir un peu en arrière aussi et prolonger un peu bah, la première question sur l'aspect est-ce qu'on peut cohabiter juste avec une expérience vraiment concrète et qui concerne le lèse. Alors c'est pas moi qui l'ai mené, c'est nos collègues du CEF et du CNRS qui ont travaillé sur la Loute d'Europe. Donc on a participé à ce travail également. Mais il y a eu tout un travail d'acquisition de connaissances, de suivi de la loutre d'Europe qui est présente sur le lèse quand même. Donc ce mammifère semi-aquatique un peu emblématique de nos cours d'eau, hein, une espèce parapluie, une espèce vraiment avec un capital sympathie assez fort et qui a colonisé le lèse, ou au moins, alors on ne sait pas si c'est colonisé ou recolonisé, on va dire recolonisé parce qu'on a des traces de présence de la loutre qui datent de l'époque gallo-romaine. Mais ensuite, on a une grosse période où ben, on n'a plus de données de présence de cette espèce-là sur notre bassin versant. Et la loutre est là depuis quelques années maintenant. Et ce qu'on constate, c'est que c'est un animal qui est normalement diurne. C'est-à-dire que la loutre d'Europe n'est pas un animal qui vit la nuit, hein. C'est pas une chauve-souris, c'est pas un hibou. Euh, Par contre, sur le lèse et en milieu urbain, eh ben, on a regardé, toutes les observations d'activité de la loutre d'Europe sont totalement nocturnes. Donc, il y a clairement une stratégie d'évitement de cet animal vis-à-vis de l'activité humaine. Donc ça, c'est voilà, juste un exemple très précis de ce qui se passe sur le lèse. Mais donc, il y a vraiment une difficulté de cohabiter parce que bah, clairement, la ville aujourd'hui n'est pas faite dans la façon dont elle est conçue pour accueillir de la biodiversité. Alors la biodiversité, bah, y trouver quand même des aspects positifs et va pouvoir coloniser, mais avec des coûts quand même importants. Donc on aimerait voilà, travailler sur est-ce que la loutre va se reproduire autant en milieu urbain qu'en milieu naturel. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles on travaillera dans les années futures, mais on voit clairement que c'est de l'opportunisme et de l'adaptation, quoi. Moi, j'aurais envie de dire aussi, finalement, est-ce que la ville est faite pour les humains et pour voilà, les êtres humains? Je ne suis pas persuadé. On voit bien que bah, qu'on est dans des sociétés où les densités, enfin voilà, on l'a vu aussi pendant le Covid, etc. Les pathologies humaines, qu'elles soient physiques, psychiques, en milieu urbain, sont en train d'exploser. Donc, en gros, je dirais que c'est compliqué pour la nature et la biodiversité et la faune sauvage et le sauvage de vivre en ville, mais c'est pas simple non plus pour les humains. Bonsoir, j'avais juste une petite question concernant ce que vous disiez sur la loutre d'Europe. J'ai entendu parler comme quoi il y avait des traces de présence de la loutre sur les berges de la Mosson, pas très loin du quartier de Selle-Neuve. Et je voulais savoir s'il y avait des preuves concrètes de cette présence et s'il y avait des données accessibles à ce sujet. Alors effectivement, bah, la loutre, elle est arrivée sur la Mosson avant d'arriver sur le Lèze. Elle est connue sur la Mosson avant. De mémoire, les premières traces d'indices de présence de la loutre d'Europe, c'est 2006 ou 2007 sur la Mosson. Alors que sur le Lèze, c'est 2016-2017. Donc, alors après, c'était peut-être pas un sujet qui était scruté de près. Mais donc, effectivement, elle est présente de toute façon sur tout notre bassin versant. Elle se déplace de façon importante. Il faut savoir qu'une loutre d'Europe, un mâle, c'est entre 25 et 30 km de linéaire de cours d'eau. Pour la comparaison, le Lèze, qui est donc le fleuve, notre petit fleuve côtier, fait 28 km de long. La Mosson
qui est un affluent du Lez, est plus longue, hein, elle fait un peu plus de 30 km de long. Donc le potentiel d'accueil reste limité, hein. En gros, on peut avoir quelques individus mâles et quelques individus femelles. La femelle, c'est plus 15-20 km de cours d'eau. Donc la question, pour répondre à la question, oui, il y a effectivement de la présence de la loutre sur la Mosson. On a des indices de présence depuis maintenant voilà, plus de 15 ans. Après, il n'y a pas eu de travail comme ce qui a été fait sur le lèse dans le cadre du travail mené par le CEF jusqu'à présent. Mais par contre, bah, la nouvelle, c'est qu'ils vont se pencher sur la Mosson là, en 2025. Donc il va y avoir des dispositifs de suivi et de collecte de données de la présence de la loutre sur la Mosson de façon un peu plus poussée. De façon à essayer aussi bah, de savoir en gros combien d'individus, le sexe ratio via des analyses ADN, voilà, de connaître mieux cette population. Est-ce qu'il y a de la repro? Est-ce qu'on peut avoir des images de jeunes? Donc tout ça, c'est des données qu'on n'a pas encore, mais je pense qu'on aura déjà beaucoup plus d'éléments à fournir dès 2025. Alors, je sais, il y a eu un ABC fait à Grabel. Je ne sais pas s'ils ont identifié la loutre dans l'ABC de Grabel, mais bon, c'est fort probable. Elle est présente sur tout le cours de la Mosson. Donc, elle est de fait également présente à Grabel. Il faut savoir que pour détecter la loutre, c'est pas très compliqué. Euh, Parce que si Thomas, il aime bien l'odeur du pipi de renard, ben, nous, on aime bien l'odeur du caca des loutres. Voilà, qui a une odeur assez spécifique, un miel poissonneux, c'est particulier, ça sent pas trop mauvais, ça sent même, enfin, c'est plutôt agréable. Et donc, tout ça pour dire que les épreintes, donc les déjections, sont très faciles à reconnaître. Dès qu'on en a vu une fois ou deux fois, c'est vraiment facile. Donc, les indices de présence peuvent être, y compris ben, dans le cas d'ABC ou d'activités grand public, facilement repérables et observables, même par on va dire des non-spécialistes, dès qu'ils ont l'œil formé par une petite session de formation. Donc oui, je pense que enfin, c'est sûr, il y a de la loot sur Grabel et il y a des indices de présence qui ont forcément dû être relevés dans le cadre de l'ABC. Bon, ouais, comme ça, tout le monde entend. Moi, j'avais une question enfin, pour Vincent Sablin. C'est à quel moment on considère qu'un animal comme ça, une loutre ou quoi, enfin, je sais pas si c'est une loutre, c'est considéré comme un nuisible, mais à quel moment, par exemple, un renard peut être considéré nuisible pour la ville et qui dit que ça devient un nuisible aussi? Voilà. Du coup, bon, je ne sais pas, la question s'adresse à moi, mais peut-être je vais pas monopoliser la parole, enfin, je vais laisser aussi les autres personnes s'exprimer. Alors la loutre, juste pour parler vraiment lié nuisible, non nuisible. Alors maintenant, on n'utilise plus le terme nuisible, le nom m'échappe, peut-être quelqu'un va mettre les ésodes. Susceptible de poser des problèmes. Voilà, donc maintenant, nuisible, c'est un petit peu péjoratif, donc on aime bien les acronymes et théoriser les choses en les polissant. Donc maintenant, les animaux nuisibles ne sont plus nuisibles, ils sont des ésodes, des, des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts. Donc encore faut-il savoir ce qu'est un dégât. Donc pour info, la loutre, de fait, si on parle purement nuisible réglementairement, elle n'est pas nuisible, elle est même protégée. Donc c'est une espèce protégée, donc sa destruction, quelle qu'elle soit, est de fait punie par la loi. Donc ça c'est un premier point, ce qui n'est pas la même chose pour le renard, qui lui ou le sanglier, qui eux sont classés dans les ésodes. Donc ça c'était pour répondre à la première question. Et après c'était quoi le... Eh ben ça, c'est... Ouais, ouais. En fait, il y a des listes comme ça qui sont établies par le ministère et donc il y a des consultations hein, qui sont faites pour savoir si on ajoute sur les listes des ésodes de nouvelles espèces ou si on en enlève certaines. Donc c'est des listes qui sont révisées régulièrement avec des consultations d'experts, des consultations ministérielles. Et je crois qu'à la fin, les arrêtés, je ne sais pas, ça doit être pris par le ministère de l'écologie, me semble-t-il.
Voilà, donc c'est le ministère de l'écologie, in fine, qui tranche après les consultations diverses et variées. Alors, ouais. Ouais. Bon, ne lancez pas là-dessus. Enfin, si, en fait, les... Je vais pas me lancer trop là-dessus parce que sinon. Alors, il y a deux questions. On Mais- va arriver sur le loup après. Non, Je non, réponds mais- sur les non, mais juste- il est toujours protégé. Il a été déclassé strictement protégé. Hein. conventions. Ouais. Oui, mais déclassé de strictement protégé à protégé. Attends, je suis très malheureux par rapport à cette décision. Je me suis battu contre cette décision. Mais voilà. Vous avez touché un point sensible là. Mais Oui, oui. non, sur la végétation des cimetières, c'est typiquement peut-être un des derniers endroits qui évoluera en termes de perception, parce que la mort, c'est quand même assez tabou en France. Néanmoins, il y a quand même des expériences. J'ai eu la chance de visiter une commune qui s'appelle Mutterscholz. Muttersolz. Muttersolz. Faut pas dire H. En Alsace, qui a lancé une forêt cinéraire pour déposer les cendres des défunts dans une forêt communale. Donc il y a des choses qui commencent à bouger sur ces aspects-là, et je pense qu'il faut s'inspirer aussi de ce qui est fait. Et Muttersol, c'est à côté de l'Allemagne, hein, donc ils se sont aussi inspirés de ce qui existait en Allemagne. Donc ces perceptions et cette valorisation aussi de ces retours d'expérience, je pense que ça peut amener à faire changer aussi les perceptions au fur et à mesure. Parce que quand on pose la question aux habitants où est-ce qu'ils veulent être enterrés, est-ce que c'est dans le cimetière communal avec tous les autres, avec qui ils s'entendaient ou pas, et dans une forêt, le côté forêt, ça peut parler. Et à Muttersolz, ils ont de nombreuses demandes. Ok, ben du coup, on revient aussi sur. Non. D'accord. Il n'a rien dit. Oui, mais ça arrive, ça arrive. Tiens-toi près, Damien, j'ai ma question. Non, parce qu'on revient sur le côté peur, culture, etc. Et j'ai apprécié ce que tu as dit, Vincent, où tu disais est-ce que la ville est aussi bonne ou bien faite pour les hommes? Donc on retombe, Jean-Louis, sur ce que tu nous disais au début, sur le bien vivre. Et est-ce que l'architecture peut être une clé justement pour aider le vivant et le non-vivant à l'intérieur des villes? Qu'est-ce que vous entendez par architecture? Les bâtiments, les infrastructures, les systèmes urbains? L'aménagement plutôt, alors que... D'accord. D'accord. Parce qu'il y a plusieurs types de réponses. Ouais, ouais. Oui, il y a plusieurs types de réponses effectivement à ça. L'aménagement, effectivement, là, on parle beaucoup, je crois, pendant ces 2 jours des SFN, les solutions fondées sur la nature, qui, avec quand même un grand renfort de technologie, hein, arrivent à déployer des systèmes qui sont plutôt vertueux, notamment pour favoriser ce qu'on appelle la connectivité écologique, et notamment à travers le déploiement des trams, hein, les trams vertes, les trams bleus, trams noirs, trams brunes, enfin, il y a plein de couleurs maintenant de trams. Euh, oui, turquoise aussi pour les zones humides. Maintenant, la question, elle est délicate parce qu'en fait, elle renvoie à plusieurs échelles et à plusieurs niveaux de compréhension. En fait, déjà, la question initiale, c'est de se demander ce qu'est la ville maintenant. Par exemple, tout à l'heure, j'entendais qu'effectivement, il n'y avait plus de chasse récréative en ville, mais dans le cœur des villes, effectivement, peut-être qu'il n'y en a pas dans ce qu'on appelle le périurbain, qui est la ville, en fait, au sens de l'INSEE, hein. Il y a des battus tout le temps. Et pas plus tard qu'il y a, je pense, maintenant 1 heure, il y a ma femme qui m'appelait et qui me disait qu'à Montferrier,
là en bas, en pleine journée. Donc, ils avaient vu passer un sanglier un peu apeuré, parce qu'effectivement, il y a des battues, hein, il y en a plein. Donc, la cohabitation n'est pas forcément, voilà, totalement avec la faune sauvage, elle n'est pas forcément actée. Et c'est un peu délicat. Donc, qu'est-ce que la ville et qu'est-ce que finalement la ville sur son territoire aussi? Et là, il y a diverses solutions qui peuvent être déployées depuis l'échelle du bâtiment, qui sont souvent les moins vertueuses, en fait. On le remarque parce que qui déploient souvent le plus de technologies, même si il y a des entreprises qui développent des solutions assez passives, notamment sur la structure même des façades, pour qu'elles aient un peu plus de cavité. Parce qu'un des gros problèmes, en fait, de l'architecture moderniste, au sens vraiment charte d'Athènes du terme corbuséenne, quoi. C'est d'avoir finalement lissé les bâtiments et de les avoir énormément vitrés. La LPO alerte énormément là-dessus, puisque finalement, on voit que les oiseaux se fracassent contre les vitres, qui n'arrivent pas à... Et d'ailleurs, c'est assez rigolo parce que il y a un vrai mensonge, en fait, actuellement sur de greenwashing sur les bâtiments. D'ailleurs, à Montpellier, il y a des tours qui s'appellent Evanescence, qui sont en train de sortir de terre, qui sont les chantres de la bio quelque chose, sauf que, en fait, elles sont remplies de vitres, de miroirs. Sont prévus sur les façades des chênes verts, des chênes blancs, etc., qui seraient beaucoup mieux en fait dans les sols plutôt que sur un bâtiment. Finalement, il y a tout un truc autour de ça qui rend les gens un peu schizophrènes. Les élus ne sont pas formés à ces questions-là et applaudissent à deux mains des futurs désastres écologiques en prenant comme symbole, par exemple, des bâtiments faussement vertueux comme celui qui est à Milan, je me souviens plus, vous me direz peut-être le nom, le bâtiment totémique avec de la végétation de partout dessus, où les gens ne peuvent même pas quasiment ouvrir leurs fenêtres et où la végétation ne doit pas être touchée, mais elle doit être gérée par des paysagistes en cordée. Vous voyez, et elles sont alimentées par les fluides des climatisations. Donc voilà un peu, bon, c'est un peu là, désolé, hein, je me fais un peu l'avocat du diable, là. Mais pour finir sur une note un peu positive là-dessus, sur cette question, je ne sais pas si j'y réponds bien, il y a quand même un enjeu qui, à mon avis, est intéressant et qui dépasse un peu peut-être juste l'anecdotique de ce dont j'étais en train de parler, qui est la question justement même de l'installation d'une ville sur son territoire et de comment connecter des outils qui ont été déployés donc depuis 2007. Donc effectivement, la trame verte et bleue, même si, voilà, en tout cas, parlons plutôt de connectivité écologique à l'échelon régional, qui est difficile de faire entrer en ville. Beaucoup appellent de leur vœu une hypothétique trame verte et bleue urbaine, donc de la connectivité écologique urbaine. On en parlait notamment avec les cimetières, avec les parcs, les pieds d'arbres, le machin, enfin la trame brune notamment, et la trame verte et bleue, celle plutôt des campagnes de la région. Et là, il y a un enjeu, et c'est celui sur lequel effectivement je base mes recherches, qui est celui des entrées de ville, qui pourrait apparaître comme étant une échelle intéressante, un objet intéressant à regarder, puisque sa dimension permettrait éventuellement, et ça c'est des hypothèses qu'il faut un petit peu regarder là, permettrait éventuellement de passer d'une échelle qui est difficilement opérationnelle, celle de la trame verte et bleue à l'échelon régional, à la finesse de la maille de l'installation de nature en ville, parce que c'est beaucoup plus fin. Globalement, voilà, l'échelon territorial. Je passe le micro. Et, ouais, je vais un peu rebondir sur sur, sur deux points. Garde en mémoire le dernier point, l'entrée de ville. Le premier est un peu plus restreint, mais vous l'avez évoqué, et je pense que, je ne sais pas si dans les formations d'architectes aujourd'hui, c'est quelque chose qui est... C'est cette question de cavité, en gros d'habitat, d'hospitalité à la faune sauvage sur nos bâtiments. Alors, dans les vieilles bâtisses, il y a toujours des trous. Par exemple, il y avait un château plus ou moins en ruine à Saint-Jean-de-Buège. Il a été bien retapé, c'est super, sauf que toutes les cavités ont été, donc merle bleu, je peux plus nicher, etc. Donc, il y a bon, les martinets, enfin, il y a énormément, il y a une capacité d'accueil reptiles, insectes, colossales, chauves-souris sur le bâti qui, en termes de coût,
quasi nul, je pense, vu le prix d'un bâti. Donc, je voulais savoir, donc ça c'est une question, sur est-ce que c'est quelque chose qui est rentré dans la formation des architectes? Et avant de te laisser répondre, l'entrée de ville, nous on a fait un travail sur Montpellier, où on a regardé l'avifaune et le paysage végétal. Et on avait donc le cœur de ville, hein, minéral, et on avait la périphérie avec donc, du bâti plus lotissement qui s'est développé, mais qui avait déjà 20 ou 30 ans. Et on avait également des données à la campagne. Et en fait, ce qu'on observe, c'est qu'il y a sur cœur de ville, c'est une faune très particulière hein, qui supporte ce minéral. Mais ensuite, il y avait une sorte de pic de biodiversité, c'est sur les oiseaux, dans ce périurbain ancien lotissement, parce que les arbres ont eu le temps de pousser, etc. Et qu'ensuite, ça chutait de nouveau quand on arrivait dans les vignes, les machins, et la garrigue, bon, avec pas mal de nuances. Pourquoi? Parce qu'on avait un télescopage dans ce milieu où on avait du minéral, les toits, on avait du végétal, les jardins. Donc, on avait cohabité le rouge-queue à front blanc, le rouge-queue noir, qui sont séparés ailleurs. Et en fait, c'était assez extraordinaire comme richesse, quoi, et qui était lié à c'était pas du tout planifié, hein, c'était lié à l'histoire. Voilà. Donc, par contre, donc, la question sur est-ce que transformer la maison ou le bâtiment en habitat pour autre qu'humain, est-ce que c'est quelque chose qui rentrait dans... Je crois. Alors, j'enseigne aussi à l'école d'architecture et un peu à Paul Valéry aussi. Pour ce qui est de l'école d'architecture des étudiants, j'ai vu vraiment une vraie évolution. Moi, par exemple, quand j'étais étudiant, on était justement, on se posait pas la question, on était dans une pensée corbuséenne ou, en tout cas une pensée un peu qu'on appelait suisse de l'architecture, où sur nos grands murs en béton qui faisaient des centaines de mètres de long, il fallait pas mettre un gramme de verdure. C'était une insulte au béton et au soleil qui vient sur le béton comme ça, voilà, avec les fameuses phrases de Corbusier sur. euh, Maintenant, en fait, ce qu'on observe déjà deux choses hein, chez les étudiants en architecture, c'est que la plupart du temps, ils ne veulent plus construire. Il y a une crise de la construction. En fait, il y a une crise de la volonté de construire chez les futurs architectes, parce qu'ils voient en fait finalement quelque part le mal quelque part la discipline en fait, mais je pense pas que ce soit la discipline, c'est plutôt une certaine compréhension en fait de l'acte de construire a fait dans les dernières décennies à la ville. Ils n'ont pas envie d'être là-dedans. Ils ont envie d'être dans autre chose effectivement. Donc un retour à finalement à des techniques plus vernaculaires qui renvoient à une matérialité très différente, à l'usage de la pierre, du bois, etc. Mais avec certains biais, certaines dérives, parce que la plupart du temps, en fait, ils veulent s'inscrire dans des territoires qu'ils ne connaissent pas. Notamment ici, par exemple, à Montpellier, c'est la Lozère, quoi. Sauf que, ben, en fait, c'est pas des paysans. Ils connaissent pas bien, en fait, le terrain. Donc, avec, voilà, des fois un peu des non-sens, en fait, hein, dans les projets. Donc là, il faut un peu rectifier. Et moi, je plaide beaucoup pour que les enseignants, nous, en tout cas, avec les étudiants, on aille dans le périurbain, en fait, dans la proximité. Notamment ce que j'essaye de développer. Moi, je fais la moitié de mon temps sous forme de balades urbaines à l'extérieur et cours en extérieur, et la moitié du temps donc à l'école. Et là, on va explorer, par exemple, la Mosson, effectivement, la vallée de la Mosson, hein, depuis Grabel jusqu'au Haut-de-Massane, la Paillade, etc., en revenant, pour qu'ils comprennent un territoire, en fait, leur territoire du quotidien qu'ils ne connaissent pas, mais qu'ils peuvent appréhender un petit peu mieux. Et effectivement, en tout cas, l'enseignement évolue sur cette question-là. Et enfin, juste pour la question des entrées de ville, effectivement, qui intègrent des lotissements, hein, mais pas que des formes de lotissement, en tout cas du pavillonnaire. Voilà, et souvent, effectivement, avec des populations qui sont en train de changer, euh, il y a, mais on le sait, hein, énormément de biodiversité dans les jardins privés. Mais il y en a aussi, et là c'est plus étonnant, dans les zones commerciales. Parce que on est sur des emprises assez importantes avec peu de densité où finalement il se passe des choses. Et là, actuellement, avec l'injonction qu'il y a sur la sobriété foncière et la zéro artificialisation nette, qui est en train petit à petit d'être détricotée, mais qui en tout cas est encore à l'agenda,
ces territoires sont les territoires de prédation foncière dans les années à venir. En tout cas, c'est là où la ville va se fabriquer demain, puisque c'est des territoires qui sont déjà considérés comme étant artificialisés. D'où l'importance pour le monde de la recherche, pour le monde naturaliste, pour les élus, les services, de regarder ce qui se passe dans ces territoires-là et de ne pas les considérer à tort comme des feuilles blanches. Parce qu'il y a eu une première vague de transformation des entrées de ville dans les années 90, mais plutôt à des fins esthétiques. Et là, l'idée, comme ce que j'entendais tout à l'heure, avec par exemple Aurélien, hein, ce que tu disais, c'est de passer finalement d'une vision esthétique de la nature en ville, voire horticole, à une question plus fonctionnelle de la nature en ville. Et c'est là où la complexité en fait se niche. Le ZAN, tout le monde là? Zéro artificialisation nette. Je me permets juste de rebondir sur Damien, sur le ZAN. Alors j'entends ce que tu dis, hein, sur effectivement, certaines zones peuvent être intéressantes du point de vue de la biodiversité. Après, il faut qu'on fasse attention et collectivement, hein, sur le discours à avoir sur ces zones-là, parce que moi j'avais travaillé aussi avec les infrastructures linéaires qui disaient que bah, finalement, pas de problème, les quelques mètres carrés au bord des autoroutes, c'était des linéaires pour la biodiversité. Pour certaines espèces, c'est valable, mais pas pour toutes les espèces, notamment les espèces volantes qui se font flinguer, etc. Donc, et le zéro artificialisation nette, pour moi, est une opportunité de refaire la ville sur la ville, de créer d'autres manières de créer de l'architecture en accueillant le vivant. Et je pense quand même qu'on ira attaquer, entre guillemets, les zones d'activité, parce que ça va être finalement là où on pourra agir. Enfin, moi je souligne par rapport au discours ambiant sur le zéro artificialisation nette que c'est une vraie opportunité pour repenser la manière d'accueillir la biodiversité aussi en milieu urbain et mieux la préserver en dehors parce que c'est aussi quand même pas mal là que ça se passe. Si on veut que les trames vertes urbaines fonctionnent, il faut aussi qu'il y ait beaucoup de biodiversité à côté. Et il y a un truc aussi qu'on n'a pas évoqué quand on parle de... Parce que là, on parle de planification, de la biodiversité en gros, et du ménagement du territoire. Il y a quelque chose qu'on oublie, c'est que c'est une vraie opportunité aussi de reconnecter les urbains à la nature et de les connecter en fait à la nature. Parce qu'aujourd'hui, il y a des générations qui foulent du béton toute la journée et qui ne se connectent pas de la terre. Donc comment demain on va vouloir préserver la biodiversité au sens large avec des gens qui ne sont pas du tout connectés à ces enjeux-là? On parlait de perception, d'appropriation, de cohabitation. Je pense sincèrement qu'il faut militer pour qu'il y ait plus de nature en ville, aussi pour reconnecter l'homme avec les animaux non humains. Oui, juste une remarque. J'étais dans cette salle il y a quelques semaines pour un atelier. Pardon, j'étais dans cette salle il y a quelques semaines pour un atelier d'éco-narration. Donc le thème était l'émerveillement. Eh ben, je pense que ça, c'est une composante importante. Si on donne aux gens l'opportunité de s'émerveiller, moi, ça m'arrive, hein, j'ai un peu de verdure devant chez moi, il y a de la fauvette mélanocéphale, il y a de la mésange bleue. Ben, chaque fois que j'ai une petite observation par ma fenêtre de cet animal-là qui vient manger une olive ou quelque chose, ça me fait du bien. Et je pense pas être très, très original. Donc, ouais, c'est cette notion d'émerveillement. Comment est-ce qu'on peut amener... Alors, il y a des espèces qui nous posaient des problèmes, hein, comme dans l'introduction, tu disais très bien, la cohabitation, même avec nos voisins, c'est pas toujours facile. Mais on se rend compte que chaque fois qu'on arrive à la pacifier ou à l'améliorer, ben, ça nous fait beaucoup de bien. Je pense que c'est pareil avec le reste. Pardon, il y a quelqu'un qui voulait parler. Ok, on m'entend. Du coup, nous, on est étudiante en droit de l'environnement et donc on étudie le droit de l'urbanisme et donc c'est pour ça que je voulais rebondir sur l'objectif ZAN. Bon, en soi, vous avez déjà un peu répondu à la question de son importance, mais par exemple, en tant qu'architecte, cet objectif en droit de l'urbanisme, du coup, de la zéro artificialisation nette en 2000, combien? C'est 2030, 2050? À Montbazin, ce sera en 2026. Ah, bah, bravo. Mais ils sont toujours premiers. Ah ben super. Il faut qu'ils maintiennent leur rang quand même. Ils Ils sont coincés maintenant. Oui, il y a eu des assouplissements de l'objectif et tout ça. Mais du coup, par exemple, en tant qu'architecte, parce que nous, on est juriste, donc on est très dans le droit et tout ça, mais en tant qu'architecte, pour les personnes qui sont confrontées à la construction comme ça,
vous l'envisagez de quelle manière et comment vous le prenez en compte dans vos projets? Parce que c'est vrai que ça peut être un peu contradictoire à votre métier. Vous, c'est la construction et là, l'objectif, c'est de ne plus construire. Et du coup, de construire différemment. Mais vu que nous, on est très dans la théorie, en application sur le terrain, c'est intéressant d'avoir un avis, votre avis, quoi. Bah, déjà, de manière brute, hein, pour répondre sur des chiffres, effectivement, des constructions neuves, il y en aura moins, oui. Mais après, peut-être que c'est souhaitable aussi. Des architectes, peut-être qu'il y en aura moins aussi. Mais peut-être que c'est souhaitable aussi. Ça à voir. Peut-être qu'effectivement, on a vécu sur une bulle de construction qui doit à un moment revenir à des niveaux plus stables. Donc ça, c'est le premier enjeu. Comme le disait Aurélien, une grande partie du ZAN, enfin de cette, en tout cas de la zéro artificialisation nette, va faire qu'on va construire la ville sur la ville. Mais ça dépend aussi de la taille de la ville, parce que il se passe pas, et encore, c'est pour ça que je dis à chaque fois quelle ville, hein, parce que c'est pas la même chose dans des villes qui vont être de 10 000 habitants que dans des métropoles, par exemple, qui vont aller plutôt effectivement chercher des grandes emprises et vont négocier avec des propriétaires fonciers qui sont, comme vous le savez, puisque vous êtes dans le droit, des privés, hein. Donc là, il y a une vraie négociation qui s'engage sur voilà, comment le public et le privé peuvent s'entendre pour faire la ville de demain. Et les architectes regardent, je pense que il est acquis maintenant, en tout cas dans la profession, que la rénovation et la réhabilitation et la reconstruction éventuellement, voilà, ça sont des choses voilà, qui vont être le quotidien en fait des architectes de demain, ceux qui sont déjà à l'école ou ceux qui sont comme moi encore pendant pas mal d'années voilà, dans leur profession. Voilà, hein, c'est un autre paradigme qu'il faut envisager pour la profession. Mais finalement, la perspective, je vois, pour les jeunes architectes, est finalement plutôt réjouissante, j'ai l'impression. Voilà. Même si ça paraît assez paradoxal, puisqu'il y aura de moins en moins de commandes, et que forcément, ça va réduire les possibilités d'exercer la profession sur le territoire. Moi, je voulais rebondir, parce que du coup, je vais sortir ma double casquette. Damien, il me connaît. Je suis à la fois urbaniste, donc je travaille sur la résilience territoriale et les solutions fondées sur la nature. En même temps, j'ai passé une certification pour faire le design en permaculture. Donc moi, je milite pour un urbanisme favorable à la santé, permacole entre guillemets, qui soit plus poreux. On parle de la ville perméable maintenant. Et en même temps, je suis présidente d'une association qui s'appelle l'Oasis Citadine. Donc on fait de l'agroécologie, de la permaculture, on crée des jardins-forêts, tout ça. Il faut y aller, il faut y aller. C'est Ouais, super. ouais, c'est un endroit où justement on connecte les gens à la nature et on leur apprend à pouvoir cultiver sans pesticides, etc. Et les enfants s'émerveillent, justement, on est tout le temps en train de s'émerveiller parce qu'on a des oiseaux, nous, à l'Oasis, qu'on ne voit nulle part ailleurs à Montpellier, qui se réfugient là vraiment. Et on a la LPO qui vient, on a le CEF qui vient aussi pour analyser nos sols, etc. Et du coup, on apprend aussi aux enfants qui sont géniaux. Franchement, les enfants, ils sont intelligents, ils sont pertinents, ils réfléchissent à tous ces enjeux. Et ils s'émerveillent du sol, de voir tous les insectes, qu'un sol, c'est vivant. On leur explique qu'un sol, c'est vivant, etc. Et par rapport à cette question que vous posiez, moi, je trouve qu'en fait, il faut envisager maintenant l'acte de construire et d'aménager, pas comme avant, avec une logique d'un urbanisme financier où on construit pour, voilà, pour certains lobbies, voilà, pour la ville, comme dit David Harvey, qui devient un produit financier où en fait on fait du placement, de la spéculation, mais vraiment d'utiliser nos savoir-faire parce que franchement, Montpellier, on est vraiment à la pointe. On a des chercheurs impressionnants, des assos, on a vraiment plein de gens super intelligents, engagés. Et il faut voir le métier, par exemple, d'urbaniste ou même d'architecte comme déconstruire ou réaménager autrement, refaire venir la nature. Les cours d'école, pourquoi aussi on est coupé de la nature? Parce que les cours d'école, pour des raisons de normes, c'est du béton, du béton, du béton. On n'y mettait même plus de terre ni d'arbres, parce que des fois qui s'étouffent avec des feuilles. Enfin bon, c'est c'est des trucs bêtes, mais c'est vrai quoi. Et ça, maintenant, on est en train de le changer grâce aux agences de l'eau aussi. On fait les cours Oasis. Enfin, il y a plein de choses chouettes qui se font. Et je pense qu'il faut juste changer nos mentalités, notre culture
Mais ce rapport-là, en fait, on l'a avec les humains. Quand on vous explique que un migrant, c'est forcément un danger, qu'il faut faire attention, du coup, on voit une espèce tout de suite comme envahissante, alors que sur les berges du Lez, on a observé que certaines perruches, au final, moi, quand je discute avec les écologues, c'est considéré comme une espèce exotique envahissante. Mais dans les faits, en réalité, c'est moyen. C'est pas si, enfin, c'est pas la pire espèce qui perturbe, quoi. Non? Et donc, ils m'ont menti. Ah oui, voilà, c'est pas, finalement, elle s'est adaptée. Ben, peut-être. Ah, on sait pas. Mais le problème, c'est que euh, si elle décide de s'arrêter là, c'est bien. Mais moi, j'ai des voisins, ils mangent plus d'amandes, hein. Ah bah oui, ça, oui. Et C'est les d'autres, ils arbres mangent plus fruitiers. d'abricots. Alors bon, et les olives. Enfin, bon. Mm. Donc, donc voilà, c'est un super oiseau, un peu bruyant, mais bon. Mais voilà, il peut poser. Il y a une négociation qui se met en place. Et donc, on rentre dans ce qu'il disait tout à l'heure. C'est que, ouais, bon. Donc, il y a des endroits où ces populations sont beaucoup plus fortes, où ça pose des sérieux problèmes aux agriculteurs, hein. Pas juste le petit abricotier qu'on a dans son jardin. Déjà, c'est Non, triste, mais mais oui. Les voilà. agriculteurs, il y a un enjeu, oui, oui. Mais bon, mais si on avait plus de faucons pèlerins, peut-être que ça poserait moins de problèmes, je ne sais pas. Mais je voulais dire autre chose. Ah oui, si, ce que je voulais dire à propos de restaurer, voilà, ici, vous êtes dans un ancien hôpital. En face, c'est des appartements, peut-être pas les moins chers de Montpellier, mais c'était l'hôpital. Eh ben, on aurait pu décider de tout raser et de faire une super opération immobilière. Peut-être ça leur aurait coûté cher de casser ça, mais on n'aurait pas pu. À cause c'était classé. Oui, oui, non, mais je sais bien. Mais tout ça pour dire que il y a un autre endroit, je connais un laboratoire de recherche qui est un ancien sanatorium. Je ne pense pas que celui-là a été inscrit près de Dax. Eh ben, ça, c'est un super endroit pour travailler, voilà, et ça, c'est un endroit superbe, hein, ce qu'ils ont fait là. Donc, oui, souvent, quand on reprend quelque chose, ça fait une sorte de contrainte au départ, et cette contrainte, elle stimule l'intelligence aussi. Ouais, au-delà, en fait, le truc, c'est que se dire, il y a du déjà là. Et en fait, c'est un peu la même chose avec la nature, ce que je disais tout à l'heure, c'est que quand on considère qu'il y a du déjà là, que ce soit du béton, de la pierre ou des animaux, de la faune, de la flore, finalement, on considère quelque chose, un état antérieur. C'est pas la même manière de regarder, voilà, de regarder les choses parce que donc ça vaut aussi finalement pour les traces de faune, de flore, les reliquats finalement des fois qu'on peut avoir en ville et voilà, qu'on va regarder. Ça va être la même chose un peu effectivement avec les bâtiments. Et c'est l'attention en fait. Et c'est vrai que je rejoins la question de l'émerveillement. On dit souvent que la crise de la biodiversité, c'est une crise de l'expérience en fait. Et l'attention qu'on porte aux choses, elle est extrêmement importante. Et peut-être que ce qui a vraiment changé dans ces dernières années, c'est qu'on considère plus qu'on part sur une feuille blanche, et notamment quand on part du sol. Voilà, par exemple, parce que jusqu'à il y a très peu, hein, encore quelques années, quand on parlait du sol, et notamment du sol urbain, on en parlait comme finalement d'une matière qui n'existait pas vraiment. Elle était support de projet. Or, maintenant, on ne peut pas entendre parler de ville et d'aménagement sans entendre parler du sol et de ses qualités, etc. C'est pas pour ça que il y a un urbanisme circulaire qui est en train de s'organiser sur la question du sol, bien qu'il y a des expériences qui sont intéressantes, notamment Microterra, etc., voilà, qui est dans cette dynamique-là. Mais vraiment, il y a un vrai changement, un vrai changement qui est apporté à la fois par les techniciens, les élus, les services, les professionnels, qui petit à petit œuvrent effectivement sur d'autres types de manières d'appréhender, en tout cas, l'aménagement de la ville. Donc ça, c'est vraiment intéressant, cette question du déjà là, quoi. Oui, je voulais rebondir sur votre intervention. Merci beaucoup, parce que ça m'a fait penser à quelque chose. Pour reconnecter à la nature, il faut se reconnecter entre humains. On l'a un peu dit tout à l'heure. Pour se reconnecter entre humains, il faut aussi se reconnecter avec d'autres qui n'ont pas du tout le même rapport à l'urbanisme, à la nature, etc. Et la double compétence que vous évoquez, pour moi, elle est fondamentale. Parce que vous vouliez parler de la formation, hein, c'est ça, hein. Les grandes écoles, les écoles architecture, urbanistes, enfin, qui sont très silotées finalement, c'est très bien. Mais aujourd'hui, il faut casser ces lignes-là. Il faut oser casser ces lignes-là.
Moi, je rêve d'avoir des urbanistes écologues, des architectes écologues, parce qu'en fait, sur les projets qu'on a eus, la désimperne de notre cours d'école, la solution technique, c'est les élus qui l'ont trouvée. C'est pas normal. C'est pas normal. Enfin, moi, je fais part de mon expérience, mais on n'a pas eu un accompagnement suffisant des bureaux d'études qui nous ont accompagnés pour trouver une solution technique qui était finalement pas si dure à trouver. Mais c'est aussi parce que les bureaux d'études, ils ne sont pas habitués à oser. Et ils ont de plus en plus d'élus quand même qui sont engagés dans la transition écologique. Donc, en fait, casser les lignes, c'est oser. Et les bureaux d'études, moi, j'attends aussi de leur part, au niveau de la formation aussi, hein, des gens qui font rentrer des doubles compétences. Parce que c'est comme ça que les bureaux d'études aussi évolueront et ils iront vers casser les lignes, quoi. Trouver la bonne solution, les élus. Ah oui, il faut venir visiter. Bah oui, donc c'était peut-être pas le choix. Non, parce que nous, on a la chance d'avoir des élus qui sont compétents dans divers domaines. Toutes les communes sont... Et on ne doit pas demander d'ailleurs aux élus d'être compétents dans tous les domaines. Damien, tu as parlé tout à l'heure d'une opération architecturale sur Montpellier, où finalement ce qui était proposé, les chênes verts en façade, enfin bon, bref, ni fait ni à faire. Les élus, ils se doivent aussi d'être accompagnés par des techniciens qui leur soumettent aussi les points de vigilance à avoir. Et ça passe par de la formation et de la double compétence, parce qu'on sait très bien que dans une... Alors moi, c'est une petite collectivité, Montbazin, mais dans les grosses collectivités, la transversalité interservice, c'est très compliqué. Mais pourquoi? Parce qu'on est siloté par domaine. Cassons les lignes. Mais juste pour rebondir, ce qui n'existe pas dans ta commune et qui existe à Montpellier malheureusement, et qui est un peu le phénomène de la métropole en France, c'est le marketing urbain. Et en fait, c'est pas les élus, ils le savent, ils sont compétents. En fait, les services, il y a les personnes les plus compétentes du territoire qui sont dans les services. Tout le monde le sait. Mais derrière, il y a un enjeu de marketing et il y a un enjeu de placer Montpellier par rapport à Milan, Bosco Vertical, voilà, c'est le bâtiment, par rapport à Milan sur la carte du monde. C'est-à-dire que Milan a son Bosco Vertical, on prend la même paysagiste, c'est la même, on la met à Montpellier et on fait un bâtiment et là on compare les deux. Voilà. Et c'est ça, en fait. Et ce qu'il n'y a pas dans ta commune et ce qui permet de fonctionner correctement et vraiment qui avoir du sens sur des actions, même si c'est des actions à petite échelle, qui vont pas révolutionner l'histoire de l'architecture ou de l'urbanisme, mais qui font sens et c'est comme ça qu'il faut agir, ne va pas forcément avoir lieu à Montpellier de la même manière parce qu'on est dans une sorte d'arène internationale de compétition. Et les métropoles ont été fabriquées pour ça. Bah, enfin, voilà, bien sûr, hein. L'Arbre Blanc, un des bâtiments les moins habitables au monde, a été classé le bâtiment le plus beau au monde et celui qui a été le plus photographié. Il a été dans le Times, etc. Sauf que là, actuellement, il y a 2 semaines, se sont ouverts les premiers procès de l'Arbre Blanc où tout le monde a été assigné sur le bâtiment qui est en train de prendre l'eau de toutes parts, qui ne fonctionne plus. Il y a des habitants qui peuvent plus aller sur leur terrasse, etc. Mais c'est le bâtiment le plus beau du monde, le plus photographié, le meilleur bâtiment du monde, qui a eu tous les prix. Et c'est là où, en fait, et on s'en fout de savoir si c'est habitable ou pas. On s'en fiche. C'est pas ça qui importe. Non, c'est l'Arbre Blanc, c'est à côté du Lez, c'est un bâtiment avec des terrasses un peu dans tous les sens. Ah oui, sinon. Oui, j'avais une question générale un peu, mais c'est comment faire pour que les villes, enfin les métropoles comme Montpellier ne cèdent pas trop vite leur terrain vert aux promoteurs. Parce que moi, je pense par exemple, un truc qui m'a choqué. Enfin, je suis montpelliéraine de génération en génération. Dans ma famille, ce qui nous choque, c'est Port-Marianne en fait. Parce que quand on passe par l'autoroute, ben, je suis obligée d'avoir les commentaires de mes anciens qui disent mais c'est quoi ce quartier affreux qui a été construit, on dirait New York. Enfin, moi, c'est des remarques qui me font écho parce que je me dis comment. Enfin, je vois à la fac on parle de l'objectif ZAN, etc. On a un maire vert et pourtant on a une espèce d'énorme, je sais pas, quartier bétonné entièrement. Je sais qu'il y a le bassin Jacques-Cœur, il y a quand même de la biodiversité entre guillemets. Mais quand je parle avec mes anciens et mes grands-parents et tout, pour eux, enfin, c'est horrible. C'est même si on plante 3 arbres sur la place de la Comédie, face à cette espèce de quartier immense et tout. Je sais qu'il y a aussi l'expansion démographique qui joue,
Mais comment faire enfin, comment les communes peuvent gérer cette espèce de demande? En même temps, je sais que c'est de vous parler de marketing, c'est hyper intéressant parce que c'est ça qui mène les mairies, j'ai l'impression, enfin, dans les métropoles. Et enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment de questions objectives, mais c'est une remarque comme ça générale où j'ai du mal à des fois à croire à certains objectifs d'urbanisation vert, entre guillemets, mais à côté, en fonction des mandats des maires, et ben, ils vont céder à des pressions de promoteurs. Et moi, ça me, je sais pas, en vrai, ça m'émeut, c'est un truc, ça m'énerve un peu, mais voilà. C'était une remarque générale. Moi, je pense que pour deux mots là-dessus, moi, je pense qu'il y a deux choses. Il y a une crise d'identité, c'est-à-dire que finalement, des Montpelliérains, enfin voilà, c'est une espèce en voie de disparition, quoi, une Montpelliéraine. Je savais pas que ça existait encore. Ouais, voilà. Donc, non, mais bon, voilà, enfin, qui est Montpelliérain ici depuis, je sais pas, au moins 2 générations? Bon, bah, vous êtes deux, voilà. Donc, il y a une crise d'identité. Les Montpelliérains, vous n'existez plus. Donc, ça, c'est un premier point. On vient tous d'ailleurs. Et donc, voilà, donc il y a cette crise un peu à la fois d'identité, et j'ai perdu mon idée. Mais du coup, voilà, il y a aussi cette volonté, et Damien le disait, d'uniformisation. En gros, on veut que tout se ressemble, quoi. C'est peut-être aussi un effet peut-être de la mondialisation qui fait qu'il y a 50 ans, on n'allait pas comparer, peu importe Paris, je ne sais quelle ville, à New York ou à Tokyo. Voilà. Aujourd'hui, bah, toutes ces grandes villes avec des prix internationaux où voilà, il y a toujours un prix à gagner, un truc, donc il se tire un peu la bourre. Et donc, tout le monde fait la même chose. Donc, il y a une crise d'identité et puis surtout, pour moi, il y a une crise d'idées, quoi. Les, les politiques, pour moi, c'est là où c'est un sujet important, devraient être des gens qui font émerger des idées. Et pour moi, ils sont juste à réaction, quoi. C'est-à-dire qu'ils agissent en fonction d'eux. Et il y a pas d'idée. Et c'est bien, je pense, un frein aussi, y compris dans l'écologie urbaine, parce que en gros, quand on dit, bah, je sais pas, je crois que c'est un des slogans Montpellier, c'est pas l'audacieuse ou un truc comme ça. Il y a eu la surdouée, La surdouée, enfin voilà, on est tout, oui, mais enfin voilà, où est l'audace enfin moi je vois pas d'audace dans l'arbre blanc, je vois pas d'audace dans les grands projets. En gros, on suit une tendance globale et on n'est plus dans la création et l'inventivité. Et du coup, ben, quand on essaye d'avoir des propos un peu ou des idées un peu disruptives en disant ben, on veut remettre de la nature, enfin, quelque part, pour eux, c'est revenir en arrière, c'est défaire ce qui a été fait, l'héritage culturel de Georges Frêche, on ne va pas y toucher. Donc voilà, il faut continuer, une forme de fuite en avant. Et, et pardon, de construire jusqu'à la mer, voilà. Donc on est encore là-dedans, quoi. Et on attend, ben voilà. Alors après, finalement, sans faire de politique, mais Frêche, qui a un peu fait Montpellier telle qu'elle est aujourd'hui, mais il l'a fait avec les idées il y a 50 ans. Donc quelque part, lui, il avait une vision. Aujourd'hui, on est sur cet héritage et on continue à faire du Frêche, mais sauf que c'est des idées qui étaient novatrices il y a 50 ans. Aujourd'hui, elles sont has-been. Mais on est encore là-dessus, quoi. Moi, j'ai une question juste pour toi, Vincent. Et peut-être que Damien aura son mot à dire là-dessus aussi. Pour vous, chacun respectivement, serait quoi une action audacieuse, justement? Toi, pour le LES, j'imagine que tu as peut-être une vision de ce que le LES pourrait être, même au centre de Montpellier, si on y mettait les moyens et la volonté. Et pareil, d'un point de vue architectural ou même des entrées de ville, il y a peut-être une vision vous avez peut-être une vision plus audacieuse de ce qui se fait actuellement là, et moi je suis curieux de savoir à quoi ça pourrait ressembler, quoi. Je pense que Damien va répondre parce qu'il a déjà fait des belles images visibles voilà, fait une Pour forme le LES d'audace. aussi. Il s'est attaqué quelque part à l'héritage de Georges Frêche dans la traversée urbaine de Montpellier. Donc voilà, il fait preuve d'audace.
Et puis peut-être moi je pourrais en dire deux mots après parce que je pense qu'on a notre audace est malheureusement un peu plus mesurée et voilà donc je laisse peut-être Damien répondre et peut-être je compléterai après. Oui, c'est vrai qu'il y a, je pense, quelques temps, 1 an et demi, quelque chose comme ça, on a tenté quelque chose, c'était de donner une autre vision en fait du Lèze dans sa traversée de Montpellier, notamment sur Antigone et sur un tronçon d'environ 1 kilomètre, où on a proposé, donc j'ai proposé en fait une nouvelle image, en fait, on a fait un projet de nous-mêmes, voilà, comme ça. Et on en a sorti des images, on a sorti des plans aussi, mais on les a pas montrés. Et puis quelques textes, et je les ai envoyés aux médias en me disant, en fait, c'est par eux que peut-être les canaux vont fonctionner le mieux. Et effectivement, ça a plutôt bien fonctionné parce que ça a été repris par beaucoup de médias locaux, ça a fait beaucoup de bruit. Et effectivement, ça a créé un petit peu de la controverse. Alors moi, j'y vois pas de l'audace, hein, c'est plutôt de donner une vision alternative, de dire que voilà ce que vous avez actuellement, personne ne se pose la question de ce lèse qui est rectifié, de ce lèse qui est corseté dans le béton, etc., qui correspond quand même à des logiques d'inondabilité du site, mais dans une version effectivement ancienne de la gestion des eaux pluviales, hein, qui petit à petit est vraiment en train d'évoluer. Et l'idée étant de proposer la renaturation de ce cours d'eau sur ce tronçon, qui n'est pas forcément d'ailleurs le plus intéressant à traiter au niveau de la renaturation, hein. C'est vraiment, on s'attaque au symbole, là. Et effectivement, là, il y a eu plein de. Alors, bien sûr, il y a eu plein de choses intéressantes, des gens qui étaient vraiment totalement favorables, qui d'un coup, en fait, redécouvraient, disaient, mais ça peut être comme ça, c'est étonnant. Donc, on a fait pas mal d'actions, notamment artistiques, etc., là-dessus. Euh, et puis, il y a aussi ceux qui disent, non, mais c'est un crime, hein. C'est un crime de lèse-majesté. En fait, c'est la partie. Alors, à la fois. Ouais, désolé, c'est pas le jeu de mots. À la fois de fraîche, et puis à la fois de l'architecte qui était en charge de tout le grand projet d'Antigone, c'était Ricardo Bofill. On ne touche pas à l'héritage de Ricardo Bofill comme ça. Voilà, j'ai même vu des confrères, consoeurs qui me disent, non mais attends, mais c'est scandaleux ce que tu es en train de faire. Je dis, je fais rien, je propose une... Voilà. Donc oui, l'audace, c'est peut-être de montrer qu'il y a des alternatives, mais honnêtement, la réalité, pour finir au moins comme ça, pour passer la parole aux autres, euh, je pense pas qu'on ait besoin finalement d'audace. Je pense qu'on a besoin d'une somme de petits gestes qui sont faits avec tout le monde, avec les habitants, avec voilà, on a besoin de gens qui se reconnaissent dans des gestes du quotidien et améliorent petit à petit. C'est une somme de choses en fait qu'il faut. Il faut aussi des visions globales parce que c'est important de s'inscrire dans une vision globale qui n'est pas forcément de l'audace, qui est juste peut-être de la planification en fait, hein. Mais la somme de petites choses qui voilà, ne veulent pas en fait montrer, mais plutôt agir, peut-être que c'est plutôt là-dedans. Et c'est pour ça que moi, je regarde beaucoup ce qui se fait dans plein de petites communes, quand elles commencent à mettre quelques jardins, quand des gens font de l'intergénérationnel là-dessus. C'est pour ça que je suis allé visiter l'Oasis citadine, voir ce qui se faisait, etc. Toutes les associations, les Amis des Jardins des Plantes, juste à côté. Là, on est en train d'essayer de peut-être faire des expérimentations de couvre-sol qui seraient des alternatives au gazon, dans une vision un peu comme peut le promouvoir Philippi, etc. Voilà, mais des choses qui finalement parlent pas eux, mais qui voilà, font petit à petit leur chemin. Et au-delà de l'audace, parce que l'audace, en fait, entraîne souvent à la dérive et entraîne voilà, à évanescence, etc. Il faut se rappeler juste pour Port-Marianne, et je finirai là-dessus, que les premières images de Port-Marianne, c'est quand même la ville dans la forêt, la ville dans la pinède. Moi, j'ai vu les premières planches, c'est vraiment, on ne voit quasiment que des arbres. C'est ça le projet de Port-Marianne à la base. C'est un fleuve, des arbres et des bâtiments comme ça, clairsemés dans les arbres. C'est ça la première vision. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on confronte une vision à de l'opérationnel? C'est là que en fait est le nerf de la guerre et vous êtes dans une dimension juridique. En fait, la réalité, c'est qu'une grande partie de ces questions-là se situe dans ces enjeux juridiques. Oui, oui, et puis,
Et, oui, et puis bon, et puis on était aussi dans une autre époque. C'est à l'époque aussi où, quand il y a des images du Grand Paris, Roland Castro montrait des immeubles de 50 mètres de haut avec des dalles de 20 centimètres et des arbres de 10 mètres sur des dalles de 20 centimètres, ça choquait personne. Voilà. Personne ne le ferait maintenant. Donc en fait, les choses quand même évoluent. Voilà. Mais vous avez un rôle énorme à jouer là-dedans plus tard. Voilà. En fait, c'est un peu difficile pour moi de participer au débat dans la mesure où les questions sont très locales. J'ai aucune expertise urbanistique française, etc. Mais du coup, je me dis que je peux intervenir de manière plus ou moins pertinente en mettant en perspective par rapport à ce que je connais en Belgique. Euh, Quand j'entends déjà le simple fait qu'il y ait une urbaniste qui soit présente à cette table ronde, c'est incroyable. Euh, ok, bon, oui. Ben, je ne suis pas certain que ça existe à Bruxelles, quoi, pour tout te dire. Pour avoir échangé avec des urbanistes, l'idée première, c'est les concernant, c'est de se dire que de toute façon, si on prend le cas des friches, par exemple, urbaines, l'évolution et l'enrichissement biologique de ces zones est pour eux tellement rapide qu'en fait, c'est pas très grave si on construit dessus parce que, il suffit de laisser une autre zone sans activité, sans gestion humaine pendant 10 ans et puis c'est bon et en fait, on aura compensé. Donc ça, c'est un peu la mentalité dans laquelle on se trouve d'un point de vue urbanistique, tout en sachant que l'arrivée de la dimension de la biodiversité dans le secteur urbanistique bruxellois et probablement belge est très récent. C'est 5 à 7 ans peut-être qu'ils ont commencé à intégrer cette dimension-là. Donc quand je vous entends parler, je me dis que d'une certaine manière, vous êtes en avance sur nous. Donc, n'hésitez pas, même s'il y a des limites et j'entends bien que c'est compliqué, n'hésitez pas à venir faire un partage d'expérience et de mentalité en Belgique, on en a besoin. Euh, Ça peut se négocier avec quelques bières sans problème. Euh, oui, mais je suis pas certain. Enfin, bref. Une autre mise en perspective, c'est on a parlé un peu de la chasse ce soir, notamment dans les zones périurbaines et donc dans la ville. Euh, à Bruxelles, on a un cadre légal qui prévoit que l'ensemble des espèces sauvages soient strictement protégées. Donc il n'y a pas de chasse possible légalement dans l'ensemble de la région bruxelloise. C'est aussi un cadre légal qui est relativement exceptionnel, je pense, et qui mériterait d'être expérimenté ou, enfin, en tout cas, vous concernant peut-être, je ne sais pas, mais qui mériterait d'être parcouru du moins, quoi. Euh, et donc, moi, je souris un tout petit peu quand je vous entends parler du loup, mais on sort un peu du débat. Euh, Effectivement, me concernant, c'est une situation que je considère comme dramatique, c'est en train de se produire au niveau européen. Mais vis-à-vis de la France, pour mettre en perspective avec notre regard belge, ça fait longtemps qu'on ne considère plus le loup français comme protégé. Oui. Voilà, prélever 20% de la population, c'est déjà plus, même, c'est certainement pas strictement protégé, c'est déjà plus protégé, quoi. Et alors, un dernier élément, en plus de mon boulot de photographe animalier, j'ai eu un certain nombre d'activités complémentaires et j'ai travaillé pour l'administration bruxelloise sur un projet qui s'appelle le cahier Habitat Vivant. Et ça rejoint justement les questions d'imperméabilité du bâti. Et donc, dans ce document qui est disponible en ligne gratuitement, on a essayé de répertorier l'ensemble des solutions. euh, Comment vous dites les SN? Voilà, hein, SFL. Ouais, les acronymes, c'est l'enfer, hein. Ici, moi, c'est- ouais, mais je m'en sors pas. Les SFN, on a essayé de répertorier un certain nombre de SFN, du coup, à toutes les strates du bâti, pour rendre ça plus accessible. Donc, peut-être qu'il y a un pendant ici au niveau de Montpellier ou au niveau français, mais je pense que ça peut être un bon outil à explorer. Donc, c'est Cahier Habitat Vivant. Et comme je le disais, c'est disponible gratuitement en ligne. J'avais encore. Ah oui, nuisible. Juste le terme nuisible, bon, contredisez-moi si c'est le cas, mais n'a pas de sens d'un point de vue écologiquement parlant, quoi. Les espèces ont leur place dans un écosystème, etc. Et juste rapidement,
À Bruxelles, le gros défi, il se situe, mais je suis là depuis 2 jours et j'ai l'impression que ce n'est pas du tout le même contexte ici, du fait de l'histoire du développement urbain de Montpellier. Mais il se situe dans l'uniformisation des milieux semi-naturels ou naturels dans la ville, qui va favoriser la présence d'espèces plutôt généralistes. Quand on a parlé de la cohabitation au début, je parlais du renard, du sanglier, ce sont des espèces très communes qui ont des grandes capacités d'adaptation. Les enjeux de biodiversité, ils vont se situer totalement ailleurs. Si je prenais ces exemples, c'était pour parler des agréments qui pouvaient être liés à la cohabitation. Mais les questions de biodiversité, évidemment, ça dépasse la faune sauvage, ça va bien au-delà. Mais concernant la faune sauvage, euh, on s'est rendu compte avec des naturalistes qui font des recensements quasi quotidiens sur des zones en friche à Bruxelles, que ces endroits-là étaient extrêmement attractifs pour des invertébrés, notamment les hyménoptères, donc les pollinisateurs principaux, et notamment les abeilles sauvages, comme vous avez pu avoir dans votre jardin, dans la mesure où en fait, il n'y a pas de pesticides qui sont utilisés. Donc, c'est un élément qui est complètement différent du milieu rural, en tout cas chez nous, qui rend la ville attractive, paradoxalement, pour des espèces qui ont beaucoup plus de mal à se développer en milieu rural. Et à un point tel qu'on a une espèce, l'Anthidia cétépine, qui est une espèce d'abeille sauvage, qui n'a été observée qu'en pleine ville, que sur une seule friche à Bruxelles, mais sur l'ensemble du pays, quoi. C'est la seule observation et c'est en milieu urbain. Et donc, l'enjeu chez nous, il est vraiment concentré autour de ça, c'est d'essayer de faire comprendre à la fois aux politiques, aux urbanistes, aux promoteurs, c'est foutu, c'est impossible, mais de leur faire comprendre que ces zones-là représentent un joyau de biodiversité qu'il faut impérativement préserver. Et malheureusement, on a des responsables, des représentants politiques qui font parfois même partie du parti écolo, qui nous disent que, au vu du contexte climatique, ces zones ouvertes, c'est l'une des caractéristiques qui rend ces zones extrêmement riches biologiquement, devraient être exploitées pour y planter des arbres. Parce qu'il va falloir rafraîchir ou en tout cas compenser la hausse de température, etc. Et quand on entend ça, en tant que naturaliste, photographe animalier et autres, c'est difficilement entendable en fait. Et donc, si on a besoin d'émerveillement, à la fois enfin, pour le grand public, je crois que c'est une extraordinaire porte d'entrée. Il faut surtout des experts et des passerelles entre les différents métiers, quoi. Entre urbanistes, écologues, etc. Et en participant à ce salon, j'ai un peu l'impression que c'est ce qui est en train d'avancer ici. Euh, et j'espère que ça arrive à Bruxelles et en Belgique, quoi. Enfin, voilà. Je relance le débat là ou... Oui. Non, c'est sûr. Et puis, juste par rapport à ce que tu disais, en fait, c'est pas que c'est hyper attractif. Enfin, pas que la ville soit hyper attractive, c'est que c'est qu'en dehors, c'est complètement désattractif. Dernier refus. Donc, il reste que ça. J'ai un ancien étudiant qui a fait un travail justement sur ces milieux en ville, qui a montré que même par rapport à la campagne, qu'il y avait une très forte diversité donc de plantes sauvages dans tous ces interstices, que ce soit des friches ou même des bords de trottoirs, des choses comme ça. Après, en termes d'effet sur la température, je pense que tout sol végétalisé, qu'il y ait des arbres ou pas, ça fait chuter la température. Après, bon, bah, les arbres aussi. Mais oui, c'est ces endroits qu'on laisse évoluer, c'est aussi, ça c'est leur valeur en soi, quoi, parce que ça fait des effets surprises, on ne sait pas ce qui se passe. Et nous, voilà, après, les arbres vont s'installer, hein. Moi, on a une friche à côté il y a eu un chantier, on a négocié avec la métropole, là, donc moi, j'étais le gardien du coin, et j'allais voir de temps en temps ce qui se passait, donc il y a eu ils envoient des gens avec des gyrobroyeurs, donc là, il a fallu mettre un peu d'ordre, donc maintenant, ils gyrobroient plus.
Et ce qui est vrai qu'il y a des coins, c'est des ronces, il y a des coins. Par contre, tout ce qui était berge, les saules, là, donc il y a une dynamique avec des choses qui s'installent, des choses qui périclitent, voilà. Alors, donc soit si on veut garder le milieu ouvert, il faut intervenir, quoi. Ouais, bon, après, je pense que, et j'arrêterai là, c'est que j'ai un collègue un jour qui est rentré du terrain qui me dit, oh là là, mon Dieu, la nature est un immense bordel. Et en fait, c'est ça. Il faut favoriser le bordel. Tout ce qui est de l'uniformisation, c'est mauvais. Donc, plus il y a donc, l'architecte, l'urbaniste, tout le monde, c'est comment est-ce qu'on peut créer des opportunités. Parce que ce qu'on sait quand même, c'est que toute opportunité, la vie, elle va s'en saisir à bras-le-corps et à fond, et elle va nous surprendre. Et c'est ça qu'il faut finalement la philosophie, c'est pas tellement qu'est-ce qu'on veut installer là, c'est lâcher prise, quoi. Oui, c'est ça. Et c'est pas parce qu'il y a des outils de planification qui orientent quand même des choses sur la densification urbaine qu'il ne faut pas avoir une vision intégrée des enjeux. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'on va densifier qu'il va pas falloir ménager le territoire et trouver des opportunités d'avoir plus d'espaces verts, d'avoir des espaces verts différents, du coup en bordel, comme tu dis. Oui, non, mais je veux dire, pour moi, c'est important. Enfin, vous l'avez compris, hein, je positive vachement Lausanne. Parce que pour moi, c'est vraiment une opportunité. Comme la trame verte et bleue l'a été aussi. La trame verte et bleue, elle a peut-être des choses sur lesquelles on peut revenir. C'est une politique publique qui vise à préserver les continuités écologiques en France. Et ça a permis de changer le regard. On est passé d'un truc où alors, OK, on se met sur une carte, comment on aménage? Non, on est passé à OK, on nous oblige à ménager. Et quand on ménage, c'est le vivant qu'on ménage. Donc, voilà, je voulais souligner ça. Et vive le bordel aussi, je suis d'accord. Ça va être le mot de la fin. Sur le bordel, effectivement, moi, je mets plus. Et c'est vrai que moi, je travaille sur les cours d'eau et par exemple, les ripisylves, donc les forêts de bord de rivière, on nous dit il faut intervenir, il faut gérer, etc. Donc, moi, le message que je fais passer à chaque fois, c'est pour moi, une ripisylve, plus c'est le bordel et mieux c'est, quoi. C'est clairement, en gros, c'est ça aussi, c'est la nécessité parfois de foutre la paix à des espaces, quoi, pour permettre vraiment laisser ces dynamiques naturelles se faire et s'exprimer. Et du coup, je vais reboucler avec deux notions. Ça fait un peu écho à ce que disait Damien sur les connexions, les entrées de ville, etc. Donc, je pense que ce qui est important, pour l'écologie urbaine, c'est de travailler beaucoup sur ces aspects de connexion, de connectivité, d'avoir ce qu'on peut appeler en écologie les écotones, hein, les espaces, des interfaces, les interstices, et de ménager des espaces comme ça et de permettre des espaces de respiration, des interstices. Je pense que c'est vraiment un point essentiel à développer. Mais pour ça, il faut quand même qu'on accepte de perdre du terrain, de laisser place à la nature et il faut que l'humain accepte à un moment donné de perdre du terrain. Et ça, c'est important. Et nous, je vais encore deux mots. Sur les cours d'eau, on est en train de travailler sur des projets de renaturation, de restauration. Et on en est au tout début, hein, sur la métropole. Et donc, en gros, c'est quoi? C'est simplement de dire, on va essayer de réouvrir la possibilité aux cours d'eau de s'exprimer. Des cours d'eau qui ont été canalisés, chenalisés, des barrages latéraux, des barrages transversaux, on a tout compartimenté. Et notre travail de restauration hydromorphologique, c'est un travail, voilà, moi je résume assez simplement, c'est de réouvrir la possibilité à la rivière de s'exprimer. C'est vraiment ça. Et dernier point sur lequel je voulais rebondir, c'est la notion de l'arbre. Parce que Thomas disait, en gros, lui, je pense qu'on peut, c'est pas une insulte que de dire que je pense que tu es écologiste ou écologue en tous les cas. Et la notion, on peut pas toucher au totem de l'arbre. Le totem de l'arbre, en gros, si tu touches à l'arbre, tu ne peux pas, pour beaucoup de gens dans le grand public, il y a beaucoup de choses à déconstruire par rapport à l'arbre. Alors moi, j'adore les arbres, hein, voilà, les ripisylves, c'est constitué d'arbres en grande partie, pas que, mais voilà. Mais on a une politique un peu de greenwashing autour de l'arbre. En gros, c'est encore une fois, c'est à qui plantera le plus d'arbres, hein, les 50 000, voilà, les 50 000 arbres. Et
Oui, oui, complètement. Après, il y a qu'est-ce qu'on plante comme arbre, etc. Mais voilà, donc, et quand on dit aux gens, en gros, je vais planter 50 000 arbres, je fais de l'écologie, et donc l'écologie, le végétal, ça passe par l'arbre, on a encore beaucoup, beaucoup de chemin à faire. Bon, ben merci beaucoup. Je suis au regret de vous annoncer qu'on a largement dépassé le temps. Ah, d'accord. Mais si tu veux un dernier Non, non, mais commentaire, vas-y. c'était pour tout à l'heure parce que j'entendais beaucoup, il faut laisser faire et tout. Moi, je suis assez d'accord. Il y a juste un truc dont on n'a pas parlé ce soir, mais il faut quand même qu'on l'ait en tête. Elle est intéressante, c'est la question des espèces exotiques envahissantes. Parce que c'est bizarre, enfin, à chaque fois on en parle quand on parle de nature en ville, là on n'en a pas parlé, à lui tant mieux. Mais il y a une question aussi fondamentale dans la question notamment de la flore en ville, c'est de changer un peu le regard sur les espèces exotiques envahissantes. Là je rejoins un peu la pensée de Véronique Mur notamment, voilà, avec qui on parle pas mal de ces choses-là. C'est qu'à un moment, peut-être qu'il faut accepter. Parce que laisser aller, ça veut dire laisser venir aussi des espèces opportunistes. Et les espèces opportunistes sont la plupart du temps des espèces exotiques envahissantes, dont l'élan, par exemple, si j'en prends juste un. Mais il faut se rappeler aussi, et ça c'est un peu le mot pour moi de la fin, c'est que c'est toujours le rapport qu'on a aux vivants non humains qu'il faut questionner. Et notamment les espèces exotiques envahissantes, elles le sont parce qu'à un moment, on a découvert le Nouveau Monde, parce qu'avant, elles l'étaient pas. Et ces espèces exotiques envahissantes, on les classe comme telles. Pourtant, par exemple, si on prend les lantes, il a été introduit. Et il était dans la palette végétale du Paris haussmannien en arbre d'alignement. Et maintenant, on veut finalement l'enlever de la ville alors qu'il s'y sent bien. Donc peut-être que la flore et même la faune, et je vois Alan qui arrive, et alors les fourmis électriques par exemple, il les connaît bien parce que quand c'est la faune, ça peut être un peu plus compliqué aussi. Mais disons que laisser aller, c'est aussi laisser aller tout ça, et c'est une complexité. C'est aussi euh, enlever aussi une certaine vision romantique de la nature en ville, parce que viennent aussi avec tout ça leur cortège de maladies avec lesquelles il faut composer, notamment les maladies vectorielles, voilà, toutes celles qui sont, on parlait de fauche tardive, de gestion différenciée, ça peut favoriser l'éthique et autres. Donc voilà, c'est tout un sorte d'enjeu qu'il faut à la fois comprendre et peut-être arriver tous ensemble à changer notre vision sur ces enjeux-là pour que on puisse trouver un juste équilibre entre le vivant non humain et nous, les humains, dans quelque part un autre regard, quoi. Mais qui soit pas complaisant non plus, quoi. Voilà. Bon. C'est pour ça que c'est vraiment chaud. On passe à la troisième heure de la table ronde. Ouais. En tout cas, mot de la fin. Comme terrasson, si Ouais. vous voulez protéger la nature, foutez-lui la paix. Voilà. Et quelques petits bémols quand même. Et puis créer de Francis l'émerveillement, et puis un peu de bordel, mais pas trop, et tout va bien se passer. En tout cas, merci de votre présence ce soir. Et puis, pour les curieux, si vous voulez consulter l'ouvrage de Thomas, n'hésitez pas. C'est une pépite. Bonne soirée.